Je suis un des rares à le dire. Beaucoup de collègues le savent, mais n'osent pas le dire. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun cancer qui tombe du ciel pour punition divine ou pour hasard de la vie. Il y a toujours une ou des causes. Quelle est la prise de position qui vous a coûté le plus cher ? Je suis harcelé, il n'y a pas d'autre mot, harcelé par le Conseil national de l'ordre des médecins et je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent que je me taise. Et aujourd'hui même, j'ai reçu le dossier d'une dame de 70 ans. Elle est en train de démarrer une pathologie tout à fait rarissime. Je réponds, est-ce qu'elle a été vaccinée ? Réponse 5. Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Ils ont le droit de se poser la question. Qu'est-ce que les gens comprennent trop tard sur leur santé ? Savez-vous que notre immunité dépend pour 80% de notre microbiote digestif ? Or, microbiote digestif sont les microbes. Ils ont besoin d'être nourris par nos habitudes alimentaires. Aucun produit laitier liquide. En fait, tous ces produits hyper protéinés, c'est du bullshit Oui. selon vous ? Mais même avec augmentation du risque de cancer. Quels sont les 2 premiers signes de l'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives ? On n'ose pas le dire. Moi, je dis, c'est la perte inconsciente. D'accord. D'abord, je suis un homme de santé, un chirurgien, un cancérologue, mais qui voit les choses très largement. Mon bistouri ne m'a jamais suffi. Et donc, je m'intéresse à l'humain dans toutes ses dimensions. Vous, professeur, si demain on vous diagnostique un cancer, quelle est la première chose que vous faites ? Je me suis déjà posé la question. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et je vous en remercie. Mais la majorité d'entre vous n'est pas abonné à la chaîne. Alors je vous propose quelque chose. Prenez quelques secondes pour vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais ça nous aide énormément. Et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à produire un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois un homme d'expérience, de transmission et de conviction, dont les prises de parole suscitent depuis des années autant d'intérêt que de critiques parfois très virulentes. Parce que son discours dérange, parce qu'il questionne nos habitudes, notre alimentation, notre mode de vie et notre rapport à la santé. Il accorde très peu d'interviews. C'est donc une rencontre rare, précieuse et un véritable privilège de l'accueillir aujourd'hui dans le Manal Show. Chirurgien cancérologue, conférencier de renom, ancien chef de service à l'Institut Curie, auteur de nombreux ouvrages et de centaines de publications scientifiques, il fait partie des figures médicales françaises les plus influentes. Après des décennies passées au contact de la maladie, à observer ce qui détruit silencieusement le corps humain, il porte aujourd'hui un regard unique sur notre santé, notre mode de vie et toutes ces vérités que l'on comprend bien souvent trop tard. Professeur Henri Joyeux, bonjour et bienvenue dans Bonjour, le Manal Manal. Show. Avec joie. Quel plaisir de vous accueillir. Vous êtes actuellement dans la belle région des Pyrénées-Orientales à 1500 mètres d'altitude. Exact. Avec un temps merveilleux et la fraîcheur. Parce que je crois que dans le reste de la France, il fait plutôt chaud. En tout Oui. cas, merci infiniment de nous accorder de votre temps. Et Avec merci joie. aussi à l'équipe sur place de nous aider à faire en sorte que cet entretien soit d'une qualité exceptionnelle. On va essayer. Pour commencer, professeur Joyeux, je l'ai dit dans l'introduction, votre parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Et à plusieurs moments, vos prises de position ont suscité de fortes controverses, au point même que certains ont eu le sentiment que votre discours bousculait profondément les lignes. J'aimerais savoir, selon vous, pourquoi votre discours dérange-t-il autant ? Je crois que, d'abord, je suis un homme de santé, un chirurgien, un cancérologue, mais qui voit les choses très largement. Mon bistouri ne m'a jamais suffi. Et donc, je m'intéresse à l'humain dans toutes ses dimensions. Et fort évidemment, la dimension santé du corps est pour moi primordiale. Et je suis inquiet du fait que nous voyons malheureusement aujourd'hui de plus en plus de pathologies, qu'elles soient bénignes ou qu'elles soient malignes, donc cancéreuses, et qui mettent la vie des gens en danger, bien que je viens de terminer un livre sur le cancer qui s'appelle « Les victoires face au cancer », pour bien montrer que nous avons obtenu
en une cinquantaine d'années, puisque j'ai 50 ans d'expérience de cancérologie, nous avons obtenu beaucoup de succès. Sauf un, nous n'avons pas su faire la prévention. On a parlé du tabac, on parle un peu de l'alimentation, mais franchement, dans le domaine de la prévention, je dirais que nous sommes à 0 sur 10 et qu'il y a d'énormes progrès à faire. Et donc, si vous voulez, ça dérange. Parce que moi, j'ai des collègues cancérologues qui me disent, mais écoute, ferme-la, on en vit, quoi, vous voyez. Et c'est vrai que la cancérologie fait vivre beaucoup de monde. Et c'est normal qu'il y ait des cancérologues, qu'ils soient des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues, des immunothérapeutes pour soigner toutes ces personnes malades. Mais moi, je fais tout pour qu'il y en ait de moins en moins. Donc, pour vider les instituts du cancer plutôt que pour les remplir. Vous avez dit aussi une phrase qui est quand même très forte. Le bistouri ne m'a jamais suffi. Jamais. Est-ce que la médecine est devenue un métier comme un autre aujourd'hui, où l'objectif, c'est de gagner de l'argent et de se construire justement une carrière ? Je pense qu'on trouve de tout. J'ai des collègues qui sont, j'en ai un dans la tête en particulier, qui est un véritable clinicien, un type au service de la vie, au service des malades. Je suis admiratif, nous travaillons beaucoup ensemble. J'en connais d'autres qui sont tellement liés au laboratoire pharmaceutique que la seule chose qui les intéresse, c'est la prochaine molécule à comparer sur leurs patients avec la précédente molécule. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais nous ne sommes pas faits pour randomiser les malades, pour les tirer au sort, pour dire voilà, j'en mets 20 d'un côté, 20 de l'autre, et j'essaye un nouveau traitement, quand je sais qu'il y a déjà un traitement qui marche pas mal. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans des cas qui sont plus exceptionnels que ceux que nous voyons aujourd'hui, en particulier en cancérologie. Et alors, ce que j'aimerais savoir, professeur Joyeux, c'est quelle est la prise de position qui vous a coûté le plus cher ? On m'a fait passer pour un anti-vax. Et vous voyez, quand on vous fait passer pour un anti-vax, vous êtes immédiatement radié du Conseil de l'ordre des médecins. C'est ce qui s'est passé. Et bien sûr. D'accord. Mais j'ai fait appel. C'est normal. On a le droit de faire appel. Et pendant que vous faites appel, vous n'êtes pas radié. Je suis passé devant une commission nationale du Conseil national de l'ordre qui m'a blanchi complètement. D'accord. Bon. Alors, ça n'a pas suffi. Parce que, vous voyez, nous sommes en 2026. Eh bien, je vais vous dire, depuis 10 ans, 2016, je suis harcelé, il n'y a pas d'autre mot, harcelé par le Conseil national de l'ordre des médecins, et je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à leur fin. Ils veulent soit que je me taise, soit me radier, soit je ne sais pas que ça y est, je sois atteint d'une bonne, gentille maladie d'Alzheimer. Vous voyez ? Bon. Alors, je pousse un peu la boule un peu loin, mais voilà, ça ne m'inquiète pas. Je reste joyeux 24 heures sur 24. Voilà. Oui, vous portez bien votre nom. Mais alors, comment vous expliquez vraiment cet acharnement ? Vous avez raison, la question est très importante. Vous avez des lobbies pharmaceutiques qui sont d'une puissance financière gigantesque. Aux États-Unis, j'ai passé 2 mois l'été dernier parce qu'il s'avère que j'ai 2 de mes enfants qui sont là-bas avec des petits-enfants. Bon, nous avons 11 petits-enfants qui sont aux États-Unis, 11 qui sont en France. Ça fait à peu près l'équilibre. Voilà. Mais j'ai bossé pendant 2 mois de l'été et je me suis rendu compte, si vous voulez, combien il y avait de différences entre les États-Unis et l'Europe. Et puis vous avez au sommet de tout ça ce qu'on appelle aux États-Unis le cartel vaccinal, qui est très dépendant de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le cartel vaccinal. Aux États-Unis, ils l'appellent comme ça, le cartel vaccinal. Ah oui, cartel vaccinal. Ça veut tout dire. C'est pas les narcotrafiquants, attention, ne mélangeons pas. Mais ils l'appellent le cartel vaccinal. Et c'est vrai que l'expression peut être forte, mais elle signifie beaucoup de choses. Et au-dessus, vous avez l'Organisation mondiale de la santé. Et savez-vous que cette OMS, elle vit de quoi et de qui ? Elle vit de ce que donnent les États. La France, l'Italie, l'Espagne, tous les États européens, tous les États d'Amérique du Sud, tous les États d'Amérique du Nord, évidemment, ont une contribution qui fait que l'OMS vit de cela. Et ce qu'elle cherche, c'est à donner l'architecture de la santé à la planète entière. Seulement, il faut bien comprendre 2 choses. 1, les Américains, les Argentins
sont sortis de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire ont décidé de ne plus contribuer au financement. Or, les financements des États-Unis étaient fort importants. Et vous avez l'Italie qui est en train d'hésiter. Bon, ça veut dire que l'OMS est en train de perdre de son importance, mais tout cela est rattrapé tout simplement par Big Pharma. C'est-à-dire vous avez l'Organisation européenne de la santé qui s'appelle EMA, vous avez une organisation de la santé dans chaque pays européen, mais tout cela démontre bien qu'il y a dans le monde présent une structure de mondialisation qui cherche à imposer. Or, il est certain que si nous sommes à peu près, on n'est pas loin de 8 milliards ou autour de 8 milliards de personnes, 8 milliards de vaccinations en vous disant on va vous éviter toutes les maladies. Savez-vous qu'aujourd'hui, j'ai des collègues qui, avec beaucoup de sérieux, pensent qu'on va éviter toutes les maladies et que le nombre de vaccinations qu'un bébé qui vient de naître aujourd'hui aura sur une vie de centenaire, c'est 100 vaccinations. 100 vaccinations. Alors, contre les classiques diphtérie, tétanos, polio, hépatite, etc., etc., mais tout, vous avez vu arriver l'hantavirus, vous avez vu Ebola-virus récemment, vous avez eu les coronavirus, ce n'est jamais le même, vous avez le virus du sida. Bon, bref, on est en train de pousser à une vision de la santé qui se fera par la vaccination et pas par les comportements. Pas par les comportements. Or, quand vous regardez les courbes, c'est ce que j'ai montré dans mon livre qui sort actuellement, quand vous voyez les courbes des maladies infantiles qui tuaient des enfants, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, rubéole, etc., que vous suivez toutes ces maladies, le nombre de morts d'enfants, avant que la vaccination n'arrive, qu'est-ce que vous observez? Une chute radicale par l'hygiène de vie. Par une eau de qualité, par un air de qualité, par des maisons davantage organisées au fur et à mesure de l'évolution de notre société depuis l'arrivée des vaccins. Les vaccins sont arrivés aux États-Unis pour la première fois dans les années 1880-90, voyez. Mais les vaccinations, véritablement, sont arrivées après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1945-48. Et là, on voit qu'avant que les vaccins n'arrivent, on a déjà une chute considérable. Et les vaccins font faire le plus ce qui manque. C'est une réalité. Donc moi, je ne suis pas un anti-vax, comme on m'a fait passer par un journaliste qui n'a jamais lu quoi que ce soit. J'ai écrit 3 livres sur l'immunité, sur les vaccins, etc. Je n'ai jamais été anti-vax. Je suis un pro-vax vigilant. Pas pareil. Si vous me dites, est-ce que j'ai besoin de tel vaccin? Je vais vous dire, écoutez madame, je ne peux pas vous répondre comme ça, il faut que je discute un petit peu avec vous pour savoir si vraiment vous avez un risque en fonction d'un certain nombre de questions que je vais vous poser dans l'intimité d'une consultation médicale, et puis je vous dirai, oui, vous en avez besoin, ou bien non, vous n'avez pas besoin, votre petit en a besoin, vous n'en avez pas besoin, voyez? Donc je suis un pro-vax vigilant. Oui, donc pour rétablir la vérité, parce que c'est important, bien sûr. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas contre la vaccination. Pas du tout. Vous alertez du moins sur certains vaccins. Sur les abus. C'est bien ça. Sur les abus. Sur les abus de certains vaccins. Et en particulier sur la composition de certains vaccins qui contiennent ce qu'on appelle un adjuvant. Un adjuvant, c'est un élément qu'on ajoute au vaccin, si vous voulez, pour stimuler le système immunitaire de la personne qui va être vaccinée. Cet adjuvant, le premier adjuvant qui a été utilisé du temps de Pasteur et de ses élèves, ce fut de l'amidon. Or, l'amidon, c'est quoi? C'est une partie, si vous voulez, stérile du pain, que vous trouvez dans le pain, tout simplement, dans un végétal. Bon. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres éléments qui ont été utilisés. Puis un beau jour, en France, nous utilisions un produit extrêmement bon qui s'appelait le phosphate de calcium. Arrive des États-Unis à l'Institut Pasteur un spécialiste français venant des US qui dit aux Français « vous êtes en retard, aux États-Unis ils sont en avance évidemment, donc l'adjuvant c'est l'aluminium ». Ah, l'aluminium. On s'est mis à mettre de l'aluminium comme adjuvant sans faire la comparaison scientifique entre l'efficacité pour booster l'immunité du phosphate de calcium ou de l'aluminium, ça n'a pas été fait, il n'y a pas une pointe de publication, mais l'Institut Pasteur a plié
face à la force arrivant des États-Unis, et voilà que nous avons de l'aluminium qui vient dans notre corps. Mais si vous avez besoin de fer, de cuivre, de manganèse et même de cobalt à petite dose, oligo-éléments dans votre corps, il n'y a pas une seule cellule, une seule réaction chimique de votre corps qui a besoin d'aluminium. Et l'aluminium est neurotoxique pour le système nerveux central. Et moi, je ne veux pas recevoir d'aluminium, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mes malades, ni pour mes petits-enfants. Or, il y a des vaccins qui sont en train d'arriver, j'en parle dans mon livre, qui sont des vaccins sans aluminium. Donc, ils sont parfaitement capables. Et quand il y avait du phosphate de calcium, il n'y avait pas d'aluminium et ça se passait très bien. Donc, je suis un Provax vigilant avec attention aux abus et à la composition. C'est passionnant, c'est très intéressant. Et moi, ce que je vous propose, professeur Joyeux, c'est éventuellement de faire un épisode dédié à la vaccination. Oui. Si les personnes qui nous écoutent le réclament en commentaire, Bien sûr. n'hésitez pas à nous le dire. Et donc, on le fera avec grand plaisir. Avec joie. Ça vous va ? Tout Très à bien. fait. Bon alors, professeur, je vous propose d'entamer un autre sujet puisque c'est votre expertise, votre spécialité depuis des années, le cancer. On a tous l'impression qu'autour de nous, les cancers sont de plus en plus présents. J'en fais moi-même l'expérience. J'ai connu de nombreuses personnes qui sont décédées malheureusement suite à un cancer. Avec votre recul et toute votre expérience, est-ce qu'il y a une réelle augmentation que vous observez vous aussi sur ce terrain-là ? Oui, de manière certaine. Et là, je suis en interrogation par rapport à des collègues qui affirment, mais d'une manière qu'ils appellent scientifique et qui ne l'est pas, et qui disent « on ne sait pas pourquoi, c'est le hasard ». Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun cancer qui tombe du ciel pour punition divine ou pour hasard de la vie. Il y a toujours une ou des causes. Alors récemment, je vais vous prendre un exemple très concret. Vous avez des collègues qui sont très compétents au niveau de l'Institut du cancer Gustave Roussy à Paris. Bien, je les suis, je les connais. J'ai même été pendant 5 ans à l'Institut Curie à Montpellier, à Paris, je veux dire, mais le plus de ma carrière a été à Montpellier. Bon, bref, que disent ces collègues quand ils remarquent qu'il y a de plus en plus de cancers du pancréas ? Vous interrogez une jeune femme médecin, cancérologue, qui dit « oui, on en a de plus en plus, en particulier chez les femmes. » On lui dit, la journaliste lui dit « mais pourquoi ?» On ne sait pas. Et la journaliste va peut-être un peu plus loin, elle lui dit « mais c'est depuis le Covid. » Oui, c'est vrai que depuis le Covid, on en voit davantage. Alors certains répondent « oui, c'est lié au fait qu'on a été confinés, les gens n'ont pas pu aller voir les docteurs, n'ont pas pu être consultés, donc les diagnostics ont été retardés. » Ça ne joue plus. Ça, c'est pas vrai. Nous voyons effectivement beaucoup de cancers du pancréas, plus chez les femmes que chez les hommes. Pour quelle raison ? Ça, je l'explique dans mon bouquin qui s'appelle « Les victoires sur le cancer ». D'abord, le pancréas est un organe au fin fond de notre ventre qui est absolument génial pour régler le taux de notre glucose dans le sang, d'une part, et pour nous aider à digérer de bons repas. Bon, donc, il est utile. Mais, attention, ce pancréas, il est psychosomatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est situé sur l'arrivée d'un certain nombre de nerfs sensitifs, sensoriels, des nerfs qui viennent du cerveau émotionnel, qui descendent et qui remontent. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup d'émotions, de stress dont nous avons parlé tout à l'heure, en plus du fait que vous fabriquez davantage de cortisol par vos surrénales qui vous mettent à plat, les pneus à plat, eh bien vous avez des stress irritatifs au niveau de votre pancréas. Et ces irritations au niveau du pancréas, un beau jour, le pancréas il vous dit « hé, ça suffit ». Arrive un diabète inattendu, ou alors arrive une petite lésion que l'on voit parce que la personne a un peu mal au ventre, alors on fait un scanner. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une petite tumeur de 2 ou 3 cm. Ou alors cette personne, on la voit arriver avec un peu de jaunisse, les yeux un peu jaunes, ça veut dire que la bile ne passe pas bien au niveau du tube digestif, qu'elle reste stagnante dans le foie et qu'elle passe dans le sang. Bon bref,
Et là, vous avez un cancer du pancréas. Alors, C'est ce qui explique le fait que ça touche davantage les femmes, les oui, émotions? moi, oui, je pense. Parce que, mesdames, vous vivez plus les émotions que nous. Nous sommes en train de vous rattraper, hein. Il y a pas de souci. Mais vous vivez plus des émotions parce que vous êtes des êtres de sensibilité. Beaucoup plus que nous. Nous, on est un peu brut de pomme, hein. Bon, faut l'avouer, là, hein. Parfois, vous n'osez pas nous le dire, mais certaines femmes nous le disent à juste raison. Mais vous avez la sensibilité. Regardez, par exemple, la maternité, l'affection que une femme est avec son bébé. Moi, je vois notre dernière fille, une dernière fille, la troisième, parce qu'on avait 3 filles et 3 garçons, qui vient d'avoir son petit David, qui est son deuxième garçon après avoir eu 4 filles. Bon, donc, faut voir ce petit et sa mère quand elle est en train de l'allaiter, mais c'est prodigieux de signification, de délicatesse, de sensibilité, et évidemment de santé. Quand vous voyez ce Mais ça a toujours petit, été le cas, docteur. Les femmes ont toujours été plus sensibles. Alors bien pourquoi sûr, ça se manifeste davantage aujourd'hui? parce que la société nous stresse trop. La société nous stresse trop. Quand vous regardez la télé, nous n'avons pas la télé à la maison, hein, je vous dis les choses très clairement. On regarde de temps en temps tel ou tel truc parce que on nous appelle en disant il y a un truc magnifique, regarde-le, etc. Bon, et, on le voit sur l'ordinateur. Mais les gens qui regardent la télé matin, midi et soir, vous savez, vous avez les nouvelles qui sont pas rassurantes, hein. Moi, l'un de mes amis me dit je pars à Zurich la semaine prochaine. Bon, et puis il me rappelle, il me dit finalement j'y vais pas en train parce qu'il m'avait dit qu'il allait en voiture, il devait me prêter sa voiture. Et il me dit non, j'y vais pas en train, mais pourquoi? Pourquoi tu vas pas en train? Tu avais prévu en train. Il me dit parce qu'il y a un gugus qui a attaqué 3 personnes dans un train à Zurich. Bon, bon, qu'est-ce qu'il en conclut quoi? Il dit le train est dangereux. Non, le Ouais. train n'est pas dangereux. Il a appris une nouvelle par la télé ou par la radio, j'en sais rien. Et du coup, il change complètement. Vous voyez, tu as quand même du stress. Alors imaginez sa femme, ses enfants, c'est leur dit ah non, je prends pas parce que dans le train on risque. Bon, il y a de l'angoisse dans la société, il faut pas le Sans parler nier. des réseaux sociaux. Ben, bien sûr, ça aggrave la situation, ça Mhm. aggrave. Tout à Donc pour fait. vous, la cause numéro 1 de l'augmentation des cancers, c'est le stress. Oui, le stress. Et alors, est-ce que c'est là-dessus que vous avez une cinquantaine de cancérologues qui ont signé un papier en disant ça n'est ni le Covid-19, ni le Covid, ni le vaccin, excusez-moi, ni le vaccin. Ça, je suis désolé, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas le droit d'affirmer ça. Ils ont le droit de dire on a le droit de se poser la question, faisons des statistiques, travaillons la question, mais ne disons pas d'une manière péremptoire le vaccin ou le Covid n'augmente pas le risque de cancer. Ce n'est pas vrai. Il y a une question à se poser. Cette question est une question scientifique. Hmm. Donc là, vous voyez, quand mes collègues m'entendent, bah, ils disent, ben, Joyeux, il emmerde de dire ça. Ben non, Hmm. c'est une question qu'on doit se poser. Donc pour vous, le vaccin pourrait expliquer une Je vais vous dire augmentation des honnêtement risques les de choses, hein. cancer. Moi je l'ai dit hein, publiquement. Moi, je n'ai pas été vacciné contre le Covid. Vous savez combien ils avaient prévu de vaccination? 10. Pas 5, 10, 10, 10. Et aujourd'hui même, j'ai reçu le dossier d'une dame de 70 ans dont les parents, les enfants sont extrêmement inquiets parce que elle est en train de démarrer une pathologie tout à fait, comment dire, rarissime avec une perte de force musculaire, avec la perte de la raison par moment, avec la difficulté à s'exprimer, la voix, etc. Bon, j'ai reçu ça il y a 2 jours, je réponds, est-ce qu'elle a été vaccinée? Réponse, 5. Elle a eu 5 Pfizer. Bon, c'est une famille qui est en Belgique, et qu'est-ce que je réponds? Je dis, vous devez informer le département de pharmacovigilance de la Belgique en disant, voilà, ma maman, elle a eu celui-là, 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 celui-là de vaccin, voilà la maladie qu'elle fait alors qu'avant elle était en pleine forme, elle avait une vie tout à fait normale, et depuis qu'elle a eu ces 5 vaccins, est arrivée cette pathologie, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Ils ont le droit de se poser la question, ils ont le droit. Bien Et il faut sûr. qu'on leur réponde en disant, on ne sait pas, mais qu'on ne leur dise pas, c'est sûr que non. J'ai l'impression que c'est un sujet complexe et je me demande même si Mais un jour on oui, aura vraiment le fin mot de l'histoire. non, le fin mot de l'histoire, nous ne l'aurons pas. Ayons des modes de vie raisonnables et modérés. Voilà, raisonnables et modérés. Professeur Joyeux, on dit que la médecine n'a jamais été aussi avancée. Alors
pourquoi on a l'impression aujourd'hui d'être de plus en plus malade? Comment vous expliquez ce paradoxe? Vous avez raison. D'abord, il y a de plus en plus d'anxiété dans la maladie, dans la société. En effet, quand vous avez beaucoup de stress, vous pouvez avoir des stress aigus, ça passe. Mais si vous avez des stress chroniques, sans arrêt en train de vous demander si votre mari va pas perdre son travail, si les enfants sont pas malades, si à l'école ça se passe pas bien, si ceci, si cela, bref, vous avez une sorte de stress chronique. Et quand nous avons des stress chroniques comme ça, nous avons 2 glandes surrénales au-dessus des reins qui sont fabuleusement organisées pour nous aider à gérer un stress aigu, par exemple une peur, si vous voulez, très grave, un accident de voiture où vous êtes sauvé de justesse, ou bien aussi pour gérer les stress chroniques. Mais quand vous gérez des stress chroniques, vous fabriquez des corticoïdes, c'est-à-dire vous fabriquez ce qu'on appelle en médicament de la cortisone. Ça, c'est un médicament. Mais quand c'est vos surrénales qui en fabriquent trop, eh ben vous allez vivre les pneus à plat. Si votre voiture est pneu à plat, il faudra tourner à 30 à l'heure et pas à 100 à l'heure. C'est un peu ça, je simplifie un peu la chose, vous voyez. Il y a trop de stress dans la société. C'est Et l'usure. pourquoi il y a trop de stress? Parce que l'humain est un être spirituel. Et il ne le sait pas. Ou alors, il le sait mais il le rejette. Il ne s'agit pas de pousser pour telle ou telle spiritualité. Mais nous avons besoin de ce qu'on appelle d'un monde invisible. Il y a le monde visible. Je vous vois, je vous connais, nous discutions. Et puis il y a aussi un monde invisible qui nous travaille sans que nous le sachions. Et je crois que ça, c'est une donnée de l'humain, si vous voulez, qui est importante. Et si nous rejetons tout ça, eh bien on est sans arrêt en train de se chercher. Et puis vous avez aussi des tentatives de suicide qui sont liées à des états dépressifs, qui sont de plus en plus fréquents chez des jeunes comme chez des personnes âgées. Moi, je suis retraité. Quand on me dit que je suis retraité, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas retraité. Je suis pensionné, comme disent les Belges. Ça veut dire que je reçois ma retraite. Mais je ne suis pas retraité. Je suis retraité que d'une chose, le bistouri. C'est tout. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que le manque de spiritualité augmente le oui. risque de maladie, selon vous? Oui. On sait d'ailleurs que ceux qui sont spirituels, quelle que soit la spiritualité, ce sont des personnes en cancérologie qui ont un meilleur pronostic. D'accord. Qui tiennent plus longtemps, qui supportent mieux les traitements, qui sont pas, si vous voulez, avec de l'angoisse permanente, est-ce que je vais avoir des nausées, des vomissements, etc. Vous voyez? Comment ça les aide, cette spiritualité, concrètement? Parce qu'il y a de l'espérance. Il y a une espérance qui est une espérance c'est difficile à définir, vous voyez. C'est intéressant d'ailleurs d'en parler avec les patients. Je voyais hier un homme qui a fait un témoignage à partir d'une maladie épouvantable qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. L'homme qui a son diagnostic, qui sait qu'il l'a exprimé. Il dit « j'ai 1 an ou 2 devant moi ». Bon, mais il dit « j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime, des enfants qui sont là autour de moi. Il faut qu'on m'aide à vivre ce que je me reste de temps à vivre ». Et il le disait avec une espérance positive. Je suis sûr que cet homme, quand il a dit « je vais vivre 1 an ou 2 ans », moi je vais lui en donner 2 de plus. Vous voyez, par rapport à celui qui va se plaindre, qui va dire « je suis foutu, je ne sais pas où je vais », etc. Vous voyez, c'est très très important pour moi. Par exemple, la rectocolite ulcéro-hémorragique. C'est une personne qui, malheureusement, va perdre du sang par les voies naturelles au niveau du tube digestif. Bon, eh bien, la clé de cette maladie, elle est dans le système émotionnel. Notre système émotionnel, c'est dans notre cerveau. Nous avons la partie qui décide et puis la partie qui fait que les émotions, on les gère plus ou moins facilement. Et si vous avez des émotions permanentes et stressantes, eh bien, un jour ou l'autre, c'est comme quelqu'un qui va passer un examen et qui est très stressé parce qu'il va passer l'examen, il a besoin de passer aux toilettes toutes les 10 minutes. Vous voyez, il y a un stress qui va sur le système urinaire ou sur le système digestif. C'est un peu ça. Et ça, nous savons le détecter et le comprendre. Est-ce que vous avez un autre exemple d'une personne que vous avez vue guérir grâce à cette approche spirituelle, justement? Alors, moi, je dirais que c'est un sujet que j'aborde toujours avec les patients. Je l'aborde toujours, mais d'une manière délicate. Il faut faire attention. C'est-à-dire, est-ce que la spiritualité, ça vous intéresse? Les gens vous disent, non, rien à foutre, très bien, on va pas plus loin. D'autres, oui. Bon,
Mais alors, à ce moment-là, il peut y avoir un dialogue. Et ce dialogue que vous avez avec le patient ou la patiente est un dialogue qui va ouvrir sur la perspective. Par exemple, il va vous dire, docteur, il me reste combien de temps à vivre? Oula, mais vous me posez une question qui est plus qu'indiscrète. Je suis incapable de vous répondre. Incapable de vous répondre. Parce que je ne sais pas si le traitement, vous allez bien le supporter ou pas. Car si vous le supportez bien, ben vous aurez beaucoup plus de chances de vous en sortir. Et je dis toujours, la guérison est l'objectif. La guérison est l'objectif. Et quand je vois des gens, alors ça j'en vois malheureusement trop, qui sont en récidive, parce que des récidives de cancer, il y en a beaucoup trop, je leur dis, est-ce qu'on vous a donné des conseils pour éviter la récidive? Ah ben non, on m'a stressé beaucoup parce que tous les 4 mois, tous les 6 mois, il faut revenir à l'institut pour faire un scanner, une IRM, une prise de sang. On y va avec la trouille au ventre, voyez. Or moi, je convoque les malades en disant, je ne veux pas vous voir pour cela, je veux vous voir pour savoir si vous écoutez les conseils que je vous donne. C'est-à-dire alimentation, un bon sommeil, respirer du bon air, savoir se détendre, voyez, avoir une vie sociale qui soit organisée en fonction de ce qui vous plaît, etc. Ça, ce sont des sujets majeurs. Mais les médecins vous disent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, je regarde le scanner, l'IRM, le dos des marqueurs et puis au suivant, quoi. Non, des cas comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes aussi. Vous voyez, aujourd'hui, la petite, elle a 12 ans. 12 ans, vous vous rendez compte. Elle est opérée vers l'âge de 10 ans et demi pour un cancer du foie. Un cancer tout à fait particulier du foie. Ça fait à peu près 1 an et demi que les parents m'ont écrit. Je suis en contact avec eux. Et aujourd'hui même, je demandais des nouvelles. Elle s'appelle Émilie. Bien. Et la maman est contente parce que le taux des marqueurs s'est normalisé. Parce qu'elle est en bonne forme, la petite. Mais je donne d'autres conseils. Il faut qu'elle soit bien hydratée, qu'elle boive, comment ça se passe à l'école, etc. Et je n'ai des nouvelles que positives. Le problème, c'est que les papas et la maman, ils vont sur Internet. Ils vont regarder. Je ne vais pas leur empêcher de le faire. Mais sur Internet, ils vont voir des pronostics, ils vont voir des pourcentages, ils vont voir des chiffres, vous voyez. Et tout de suite, ils vont se dire, le chiffre mauvais, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour ma fille. Et moi, j'essaye d'inverser les choses, vous voyez. Et en leur disant, plus vous suivrez ces conseils de vie, qu'on peut appeler d'hygiène de vie d'une manière générale, et plus la vie sera belle et moins il y aura de récidive. Vous voyez? Tout ça, c'est de l'humain. C'est tellement important ce que vous nous dites, professeur, tellement important, parce qu'effectivement, on a tous ce sentiment que la médecine, que les médecins aujourd'hui, on se manque d'humanité, de spiritualité, une approche qui ne convient pas du tout. Et en fait, c'est ce qui nous rend de plus en plus malades. Vous, au contraire, vous semez une graine positive dans la tête des gens, et c'est cette graine qui va faire son petit bout de chemin. Et moi, je trouve que c'est fondamental. Est-ce que l'excès d'information, elle est nocive selon vous? Est-ce que justement, le fait d'avoir accès à toutes ces informations librement, l'excès de contrôle, c'est quelque chose de mauvais? Non, je dirais non, parce que si je dis oui, les gens vont fermer l'ordinateur et ils vont le rouvrir 3 minutes après. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais il faut leur dire, vous avez des questions, je vous en supplie, posez-moi les questions que vous avez. Je vais vous aider. Je vais vous aider à discerner dans ce fatras, parce que c'est un fatras, où vous avez plus souvent du négatif que du positif. Vous voyez ? J'ai un jeune homme actuellement, jeune homme 40 ans. 40 ans. Et à 40 ans, c'est un ingénieur de haut niveau, heureux dans son travail, dans sa famille, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il a mal à la tête. Tellement mal à la tête qu'il va faire une crise épileptique. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'électricité dans son cerveau qui va pas bien. Bon. Donc, on va faire un scanner. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une tumeur cérébrale. Bon. Cette tumeur cérébrale, on va la biopsier. Ça veut dire qu'on va faire un prélèvement. Et là, on vous répond stade 0, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Bien. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un stade 0, un stade 1, qu'un stade 3 ou un stade 4. Mais malheureusement, il a le mauvais stade.
Mauvais stade. Et donc, sa famille va me joindre par intermédiaire. Bien. Moi, je vais l'avoir au téléphone, je vais discuter avec lui. Je lui dis, écoutez, le traitement, vous l'avez, très important, vous êtes parfaitement traité, mais là, mon gars, il va falloir s'accrocher aux branches. Il faut s'accrocher. Je suis là, jour et nuit, vous pouvez m'appeler. Vous avez besoin de telle ordonnance que le médecin ne veut pas vous faire, je vous fais l'ordonnance. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut aider la personne. Alors, c'est vrai qu'il a vu la perspective. Il est allé voir. Bien sûr, je ne peux pas lui cacher, il est intelligent, il est ingénieur, il a tous les neurones d'un prix Nobel. Et il a vu une issue courte. Je lui dis, attention, nous avons aujourd'hui des nouveaux traitements, sans arrêt. Sans arrêt arrivent de nouveaux traitements. Donc, jamais se désespérer. Et ce que vous avez, c'est vrai, il y a 10 ans, vous aviez un an de vie devant vous, il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous en aurez peut-être 4 ou 5, peut-être plus, peut-être même la guérison. C'est ça qu'on va viser. On va viser la guérison. Vous voyez ? Wow. Alors vous transformez, mais ce sont des dossiers qui sont extrêmement importants sur le plan de la souffrance humaine. Et là, si le cancérologue est pas, je dirais, au service de son patient, alors c'est vrai que quand j'étais aux manettes dans mon service, je rentrais tard le soir. Hein, voilà, parce que je passais la visite, je voyais les patients, et parfois je m'asseyais au bord du lit pour discuter, et je disais toujours, préparez vos questions. Pas sur un papier, préparez dans votre tête vos questions. Et quand je passe, n'hésitez pas à poser des questions. Honnêtement, professeur Joyeux, j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule parce que de ma vie, je ne suis jamais tombée sur un médecin qui a cette approche. Le fait, Il est joyeux, ne serait-ce c'est que tout. de prendre... Mais vous savez, je pense qu'il y a tellement de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais jamais je suis tombée sur un médecin qui prend autant le temps de parler, de discuter, d'avoir une approche aussi positive, de nous dire, préparez vos questions, je vais y répondre. Waouh! Bien sûr, Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de vous avoir dans cet entretien. Vraiment, merci infiniment. Et ce que Merci vous à nous dites vous, là, ce merci que à vous vous. partagez, c'est tellement important. Alors, selon vous, professeur, quelles croyances en matière de santé sont largement acceptées, mais fausses? C'est de faire croire que vous pouvez continuer à faire votre vie tranquille, c'est-à-dire à fumer, je dis fumer, mais aussi aujourd'hui avec les jeunes à fumer du hash. Et parfois le hash conduit à la suite, d'accord ? C'est-à-dire à des drogues qui sont catastrophiques. Ce qui fait que quand vous voyez aujourd'hui un jeune de 35, 40, 45 ans, homme ou femme, qui a un cancer du poumon, vous ne posez pas la question est-ce que vous fumez du tabac ? Vous posez la question est-ce que vous prenez des drogues ? Alors, il y a des douces et des pas douces, mais ces drogues, elles abîment votre système immunitaire. Donc, ce qui manque dans la société, dans le domaine de la médecine, c'est de dire aux gens, voilà, vous naissez avec un organisme parfaitement constitué, et là-dedans, en plus de votre foie, de votre rein, de vos yeux, de votre cerveau, etc., de l'organisation, vous avez un système de défense immunitaire qui est fait pour vous défendre. Ah, pour vous défendre. Et où est-il ? Partout. Comment je peux les aider à être en bon état pour que je sois en bon état ? Réponse, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Ah, mais alors vous me parlez de mon alimentation, docteur ? Mais bien sûr, madame, je parle de votre alimentation. Pourquoi ? Parce que si vous avez une alimentation qui vous rend diabétique, c'est l'alimentation. Si vous avez une alimentation qui vous rend obèse, en surpoids, si vous avez une alimentation délétère, et là je mets le mot industrielle, parce qu'aujourd'hui c'est démontré, si vous avez une alimentation où il y a beaucoup de produits industriels qui ont été trafiqués pour que vous soyez addict de telle ou telle saucisse, yaourt ou je ne sais quoi, voyez, parce que on a oublié que préparer les aliments, conditionner les aliments, choisir les aliments, et là mon épouse est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'elle m'a énormément appris dans ce domaine, le choix des aliments, le conditionnement, la cuisson des aliments. Si vous avez une excellente viande, un excellent poisson, et que vous le faites cuire beaucoup trop longtemps, à chaleur trop élevée, vous abîmez toute la qualité nutritionnelle de l'aliment. Au lieu d'avoir des bons oméga 3, vous n'en aurez pas. Au lieu d'avoir des bonnes vitamines, elles sont out. Des bons minéraux, ils sont plus là. Donc, voyez,
le côté alimentation, c'est un sujet majeur. C'est pour ça que j'ai eu un grand succès avec un bouquin qui s'appelait « Changer d'alimentation ». Et ça a été assez extraordinaire parce que figurez-vous qu'un jour, je suis invité chez Drucker. Bon. Alors on me dit, Monsieur Drucker vous invite. Je dis, pourquoi Monsieur Drucker m'invite? Je ne connais pas, moi. Je connaissais par la télé. Bon. On me dit, c'est Sophie Marceau qui vous invite. Mais pourquoi Sophie Marceau, elle m'invite? Elle a peut-être un problème de santé, je ne sais pas. Non, 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 elle vous invite. Bon. J'arrive sur le plateau. Il y avait donc Drucker et Madame Sophie Marceau. Que moi je connaisse Sophie Marceau, c'est normal. Mais qu'elle me connaisse, il y a un problème. Bon. Alors, je rentre sur le plateau, je lui dis, bonjour madame, comment me connaissez-vous? Et là, elle dit publiquement, je n'écoute que 2 personnes, dans ma vie, ma maman et vous. Et pourquoi moi? Ah, Eh bien parce que elle écoutait ce que je disais sur le plan de l'alimentation, de comment être en bonne santé. Elle avait pigé d'accord. complètement. Et donc, pour en revenir à ce que vous nous disiez, en fait, aujourd'hui, la grosse problématique, c'est qu'on ne sait pas manger. Et notre Voilà. nourriture est tellement faible, tellement de moindre qualité, qu'en fait, elle affaiblit notre système immunitaire, ce qui fait Tout à fait. qu'on n'a plus de bouclier. C'est vraiment ça le problème. Exact, avec le stress en plus. Et savez-vous, quels sont les 2 premiers signes de l'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives? On n'ose pas le dire. Bonne question. Moi, je le dis. C'est la perte inconsciente du goût et de l'odorat. Vous vous rendez compte? D'accord. Du goût et de l'odorat. Or, dans les maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, vous avez vu ce qu'ils mangent, les personnes âgées? C'est une catastrophe. Ça n'a pas de goût. Et ils ne se rendent pas compte que après, ils perdent la mémoire, alors ils sont déshydratés, alors qu'il faut leur donner peut-être un verre de bon vin à la fin du repas, il faut leur donner des choses qui ont du goût. Alors on vous dit, oui, mais c'est un problème de pognon, c'est un problème de fric. Je le comprends. Mais, vous voyez, maladie neurodégénérative, ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, oh là là, eh ben prenez le café, un grain de café, un carré de chocolat. Si vous sentez pas que c'est du chocolat, il faut travailler là. Il faut se mettre au boulot. Hein. Je vous propose qu'on aille un peu plus justement en détail sur notre mode d'alimentation. Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation saine, mais c'est vrai que les repères semblent de plus en plus flous aujourd'hui, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Très juste, alors, très juste. Quel aliment présenté comme bon pour la santé est selon vous une illusion? Alors, la première des choses, si vous voulez, dans tout ça, c'est de se dire, dans ce que je mange, combien il y a de végétal et combien de produits animaux. Et les animaux, il y en a trop. Il y a trop de produits animaux. Donc, il faut qu'il y ait 80% de végétal. Il ne s'agit pas de pousser les gens à ne plus manger du poulet, de la bonne viande, du bon poisson, etc. Bon. Mais déjà, dans la tête, 80% de végétal, on va aller dans le détail si vous voulez, et 20% de produits animaux. Dans les produits, voilà. Dans les produits animaux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les produits de la mer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les produits marins, excellents à mettre au top. Oui, on vous dit, ah oui, mais la mer, elle est polluée. Vous avez raison. Mais si vous faites cuire correctement, et c'est là que mon épouse est une experte dans le domaine, si vous faites cuire correctement ce qu'elle appelle à la vapeur douce, vous allez éliminer les produits toxiques de votre poisson ou de vos fruits de mer. Bien. Ensuite, vous avez les animaux qui sont sur la terre. Il y a du 2 pattes et il y a du 4 pattes. Le meilleur, c'est le 2 pattes. Le 4 pattes n'est pas mauvais. Mais entre un bœuf et un lapin, je choisirais le lapin. Pourquoi? Parce que... Alors, il y en a qui n'aiment pas le lapin, je suis tout à fait d'accord. J'ai un gendre aux États-Unis, si vous voulez lui faire manger du lapin, dites-lui que c'est du poulet. Bon. Voilà. Mais voyez... c'est un peu mon cas, mais bon, je comprends. Voilà. Aux États-Unis, le lapin, ça passe pas, et je le comprends parfaitement, et je respecte, il n'y a pas de souci. Mais la viande de bœuf, si c'est un bœuf qui a été correctement nourri, qui était véritablement dans la nature et pas simplement dans une étable, c'est pas la même chose au point de vue de la qualité. Mais il ne s'agit pas de prendre un steak tous les jours. On nous avait dit, la viande rouge, ça rend intelligent, ça apporte du fer. Tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, vous avez les produits laitiers. Et là, vous avez petit animal, grand animal. La vache, elle donne son lait à qui? Au veau. Pas à l'humain. Il est fait pour le veau. Et avec quoi fabrique-t-elle son lait? Avec de l'herbe. Avec de l'herbe. Elle ne prend que de l'herbe, c'est un herbivore. Donc, le lait de la vache est pour le veau. Ensuite,
vous avez la chèvre et la brebis. Et c'est vrai que dans la chèvre et dans la brebis, vous n'avez pas les mêmes facteurs de croissance que ceux que vous avez dans le lait de la vache. Le lait de la vache, il est destiné à la croissance de son petit, le veau. Le veau, en une année, il prend 1 kilo par jour. 360 kilos dans une année. Et le petit humain, notre petit-fils, David, qui vient de naître, il y a 1 an, lui, il prend 5 kilos en une année. 5 Ah oui, kilos. rien à Vous voir. comprenez la différence? Donc, il a besoin du lait de qui? De sa maman. Le lait de la maman. Et la maman, elle a intérêt à consommer beaucoup de végétal, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Si elle prend beaucoup de citron, le petit va adorer le citron. Si elle y met un peu de chocolat de temps en temps, il va adorer le chocolat, etc., etc. Le goût de la maman passe au bébé. Vous voyez? Donc, dans les produits animaux, vous avez la vache, la chèvre et la brebis. Donc, moi, je suis à fond pour le fromage de chèvre, le fromage de brebis, mais attention, ou le comté qui est celui de vache, mais affiné. Ça veut dire qu'il soit un fromage qui a vieilli, car le fromage est un élément de notre alimentation comme le pain qui est vivant. Vous avez, je sais, interviewé mon ami Roland Feuillas, et il vous a expliqué combien le pain est un être vivant, si on peut dire. Bon, eh bien le fromage aussi. Et pour que vous ayez un fromage qui soit bon pour votre santé, il faut qu'il ait mis le temps de consommer les facteurs de croissance destinés au veau et pas à vous-même, destinés au veau et pas à vous-même, telle façon que un comté, qui est un produit de la vache, qui aura par exemple 24 mois ou 36 mois d'affinage, vous allez le digérer aisément et sans danger. Si vous le prenez simplement, il a 6 mois, il a été réalisé il y a 3 ou 4 mois, il est farci de facteurs de croissance, vous comprenez? Et donc, je vous comprends. aurez le meilleur goût, en plus, avec le fromage de vache comme le comté affiné, de chèvre ou de brebis également affiné. Vous voyez? Mhm. C'est passionnant Très tout bien. ça. Oui, c'est passionnant. Et justement, on va parler d'un sujet qu'on entend beaucoup en ce moment. Oui, Il y a une grande tendance, hein, vous savez, des protéines. On nous met vraiment les protéines oui, à toutes les sauces. J'aimerais absolument. savoir, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces protéines pour rester en De- bonne santé? Non, alors, d'abord, il faut avoir un chiffre bien clair à l'esprit. Pour un humain adulte, il a besoin de 1 gramme de protéines par kilogramme de poids et par jour. Bien. Si je pèse 80 kilos, ça veut dire que j'ai besoin de 80 grammes de protéines par jour. Ces D'accord. protéines peuvent venir du végétal, des amandes, des noix, des noisettes. Il y a de fortes concentrations dans les oléagineux que sont les noix, les noisettes, les pignons et les amandes. Vous avez déjà pratiquement 25 grammes de protéines pour 100 grammes d'amandes, par exemple. Vous voyez, bon. Ensuite, vous avez des protéines dans les produits de la mer. Ce sont les protéines marines. Excellentes. Et puis, vous avez des protéines dans les viandes rouges. Vous avez moins de protéines dans des viandes rouges que vous en avez dans des amandes, dans des oléagineux. Le problème, Incroyable. quand vous avez eu les Jeux Olympiques, vous savez comment Danone a fait sa publicité? Ils ont dit, on va faire un yaourt Jeux Olympiques. On va le forcer en protéines. En disant, la protéine, c'est le muscle, c'est la réussite aux Jeux Olympiques, etc. Ensuite, ce yaourt, il est passé chez les vieux. Pourquoi chez les vieux? Parce que les personnes âgées, ils ont une sorte de risque de réduction de leur masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Rien à voir avec Sarkozy, hein. La sarcopénie. Ça veut dire une réduction de la masse musculaire, parce que sarkos en grec, ça veut dire chair, la chair, si vous voulez. Bon, réduction de masse musculaire. Alors on dit aux vieux, monsieur, madame, vous avez 75 ans, il vous faut prendre des yaourts hyperprotéinés. Et figurez-vous que Nestlé comme Danone sont rentrés dans les hôpitaux. Sont rentrés dans les hôpitaux pour que le médecin prescrive ces produits-là pris en charge par l'assurance maladie. Pour moi, c'est abusif. Il faut aider les gens à préparer leurs aliments, à les conditionner et à se régaler. Voyez? Et donc, en fait, tous ces produits hyper protéinés, c'est du marketing, c'est du bullshit selon vous? Mais même avec augmentation du risque de cancer.
Ah. Si vous avez besoin, par exemple, je dis, admettons que vous ayez besoin de 60 grammes de protéines par jour, vous en prenez 90. Ça veut dire quoi? Vous allez booster des cellules, vous allez stimuler des cellules qui n'en ont pas besoin. Et un beau Et jour... là, c'est un risque. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc c'est aberrant. D'accord. Alors aux États-Unis, on a eu la grande mode du sucre en disant le cerveau a besoin de sucre. Gavez-vous de sucre. Ça a donné diabète, obésité. Parce que le sucre, on le stocke en gras. Bien. Tout ça, ça a reculé. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient des foies gras. Et que quand vous avez un foie gras, vous êtes fatigué, comme les oies qui vont nous donner leur foie qu'on mangera à Noël, parce que c'est bon, ça a beaucoup de goût, c'est excellent. Bien. Mais le problème, c'est que on a dit on va réduire le sucre. Alors maintenant, on va passer vers l'extrême inverse. C'est-à-dire vous allez manger des protéines. Et aux États-Unis, en ce moment, nous avons une fille là-bas qui est coach dans le domaine justement de la nutrition, parce qu'elle est passionnée, toute la famille est passionnée par l'alimentation et par la nutrition. Et alors, qu'est-ce qu'elle là-bas, observe? c'est le carnivore, régime carnivore. C'est vrai que Régime ça revient carnivore. beaucoup. Ne Ouais. mangez plus du Big Mac, ne buvez plus du Coca-Cola, mais allez-y sur le régime carnivore. Enfin, on va d'un extrême à l'autre. Ça, c'est typiquement américain. Typiquement américain. Mais c'est dingue en fait de se dire que à chaque période en fait il y a des trends, des tendances, des modes oui, comme oui, ça, oui. hein, et après coup on se rend compte que bah Mais finalement parce qu'il y on a nous a du dit business, n'importe du quoi. business Et il y a du là-dessous, hein. business derrière. Vous avez des communicants qui sont très très intelligents. Les communicants, ils savent communiquer pour que vous avaliez ce qu'ils vous disent et que vous passiez à l'acte. Hein. C'est ça l'objectif. Mais alors attention aux protéines. Oui, Consommer trop de protéines peut justement nous rendre malades. exactement. Donc retenez D'accord. le gramme. Alors, si vous faites un marathon, c'est pas la même chose. Mais vous n'êtes pas en train de faire un marathon quand vous vivez une vie normale. Voyez. Donc c'est Exactement. 1 gramme par kilogramme de poids et par jour. Très facile en plus de s'en retenir. souvenir. Alors professeur, si je vous donne un caddie Allons-y. et que je vous mets dans un supermarché en 5 minutes, quels sont les 3 produits que vous refusez absolument d'acheter? Coca-Cola, j'en prends pas, c'est sûr. Ni Coca, Coca-Cola. ni soda. Ça fait un. Les sodas. Deuxièmement, produits laitiers, aucun produit laitier liquide. Ça veut dire pas de yaourt, pas de lait, mais un fromage affiné. Donc produits laitiers, oui, mais fromage affiné comme j'ai dit. Donc pas de yaourt à boire, de choses comme ça. Alors pourquoi? Parce que figurez-vous que la création nous a donné des dents. Et que les dents ne sont pas faites que pour la photo et le sourire. Les dents sont faites pour mastiquer les aliments. Alors, j'ai une image assez forte, les gens retiennent. Hein. Moi, je prescris le yaourt, écoutez-moi bien, hein, la veille du départ dans l'au-delà. Le jour où ma Effectivement. femme m'offre un yaourt, d'abord, elle le sait, je souhaiterais qu'il soit à la fraise parce que j'aime beaucoup les fraises. Bon. Mais pourquoi? Parce que vous ne le mastiquez pas, le yaourt. Et qu'il est fait pour que vous en consommiez 2 ou 3. Et vous avez des personnes âgées qui sont addictes. Ils sont addicts. Pas que, hein, dès l'enfance, j'ai l'impression Mais qu'on bien mange sûr. des yaourts dès l'enfance. Or, même l'enfance, vous savez qu'un enfant, il a sa première dent vers l'âge à peu près de 6 mois. Et mon épouse a des photos extraordinaires de nos petits-enfants où on les voit avec une dent raclée on enlève la peau de la pomme, raclée sur la pomme. Mais nos petits-enfants consomment des fruits, vous n'imaginez pas. Incroyable le nombre de... Ils ont raison. C'est du végétal. C'est plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'oligo-éléments et plein de fibres pour avoir un microbiote digestif en pleine forme, donc une immunité. Savez-vous que notre immunité dépend pour 80% de notre microbiote digestif? Or, microbiote digestif sont des microbes. Mais des microbes qui n'ont pas besoin d'antibiotiques pour disparaître, bien au contraire. Ils ont besoin d'être nourris par nos habitudes alimentaires, qui doivent être, comme j'ai dit, 80% de végétal et 20% de produits animaux. Donc les aliments qui ne se mastiquent pas, ça, ce sont des aliments à éviter. Ben oui, sauf si vous n'avez pas de dents, il faut aller chez le dentiste qui fera des implants, qui vous donnera Là, un c'est encore dentier. autre chose. Voilà, c'est autre chose. Mais ça veut dire que, d'une manière générale, les gens ont des dents, mais s'en servent pas. Et savez-vous que quand vous ne vous servez pas de vos dents,
eh bien, vous ne faites pas travailler vos glandes salivaires. Nous avons parotide, sous-maxillaire, sublinguale, 3 de chaque côté. Vous savez qu'elles sont capables de fabriquer 1,5 litre de salive tous les jours si vous mastiquez. Si vous mastiquez pas, si vous avalez à toute vitesse votre alimentation, vous n'aurez pas 1,5 litre de salive, vous aurez 800, peut-être même pas le litre. Et à ce moment-là, vous aurez des problèmes de digestion. Problèmes de digestion, c'est problèmes d'absorption, c'est des problèmes de transit intestinal, c'est des problèmes de ballonnement. Le nombre de personnes qui ont des problèmes digestifs dans notre pays, c'est incroyable. En Europe, mais partout dans le monde. Mais alors revenons au yaourt, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse. Je vous avoue que je consomme quand même beaucoup de yaourt, notamment des yaourts à la grecque, ou même des yaourts au lait de brebis, au lait de chèvre, même au lait végétaux. Donc tout ça, c'est à bannir selon vous? Alors attention, vous êtes une femme, pas de soja. Pas de soja. Pourquoi? Parce que le yaourt de soja, le lait de soja, il y a trop de phytoestrogènes. Or, une femme est sensible aux estrogènes, est sensible aux phytoestrogènes. En trop grande quantité, les phytoestrogènes peuvent devenir dangereux. Comment avons-nous su cela? Nous l'avons su après la guerre de 40, en 48-50 à peu près, lorsque on a castré des boucs. Bon, un bouc castré, il est castré, ça veut dire qu'il n'est pas capable de transmettre la vie, n'est-ce pas? Bon, vous le mettez dans un champ d'alfalfa qui contient beaucoup de phytoestrogènes, il va avoir des glandes mammaires et il va donner du lait. Mais c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Wow. C'est formidable. C'est comme ça qu'on a découvert les phytohormones. Il faut absolument que vous interviewez mon épouse là-dessus. Franchement, elle connaît ça sur le bout des doigts. C'est elle Avec qui grand m'apprend. plaisir. Elle est naturopathe en même temps, nutritionniste. D'accord. Et alors, vous voyez, on fait un couple passionnant et passionné sur tous ces sujets, vous voyez. D'accord. Bon, alors, on en était au soda, au yaourt, tout ce qui est produits végétaux liquides. Et alors, le troisième produit que vous ne mettriez jamais dans votre caddie, ce serait lequel? Alors, le troisième produit que je ne mettrai jamais dans mon assiette, des produits, un plat tout préparé, un plat industriel, vous voyez, qui sera magnifique, avec de belles couleurs, rien que de le regarder, vous avez envie, vous avez la salivation, si vous êtes à 11h30 au supermarché, parce que ça vous avez faim, tout produit industriel, je laisse sur place. Par contre, je vais aux fruits, je vais au secteur bio sérieux, et je vais prendre des fruits de saison. Je vais pas prendre des bananes qui arrivent de 10 000 kilomètres, vous voyez, et qui en plus ont du chlordécone et qui chez l'homme augmentent, on le sait, les risques de cancer de la prostate. Mais je prendrai des fruits de saison. En ce moment, vous avez des poires, des pommes, des oranges, encore des oranges. Vous avez également des cerises, des fraises. Enfin, on a tout ce qu'il faut toute l'année. Et quand quelqu'un me dit « je n'aime pas les fruits », je me dis « mais cette personne est handicapée. Elle est handicapée. » Voilà. Alors si on lui explique que c'est bon pour sa santé, ça va venir. C'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants. Ouais, c'est ce très tôt. Ça fait partie de l'éducation. Très tôt, leur donner des fruits. Très important. Ok, très bien. Alors, qu'en est-il du sucre? Est-ce que le sucre est vraiment notre pire ennemi? Oui, notre pire addiction. Un seul sucre. Vous avez le miel, pas de Chine, le miel de notre région. Car le miel du Languedoc-Roussillon n'est pas tout à fait le même, bien sûr, sur la grande composition, c'est équivalent, avec celui que vous avez dans le nord de la France, dans la région parisienne, au niveau de l'opéra ou sur les immeubles ou ailleurs. Bon, mais le miel, formidable. Les produits de la ruche, vous avez le miel, le meilleur de tous les sucres. Vous avez les pollens, excellents pour le tube digestif. Vous avez la propolis, quand vous avez chez le dentiste, au lieu d'avoir à prendre des antibiotiques, vous mettez de la propolis sur votre dent qui a été un peu triturée, ça va effet anesthésique, antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire, prodigieux. Vous n'êtes pas en forme, vous booster avec un petit peu d'énergie vitale qui est celle que vous avez dans la gelée royale. Voilà, pas de gelée royale s'il y a un cancer, ça c'est clair. Parce que là, on risquerait de faire partir des choses. Mais voyez, bon, produit de la ruche. Mais vous parlez des sucres. Donc, je vous ai dit, il y en a qu'un, c'est pas le sucre salé, hein, c'est le miel.
Non, c'est pas le sucre Saint-Louis, non. Comment? Non, c'est pas le sucre Saint-Louis. Non, c'est pas Saint-Louis. Non, non. Bon. Donc, alors, ensuite, ce qui est important à comprendre, quand vous avez 1 gramme de sucre que vous consommez 4 calories. 4. 1 gramme égale 4 calories. Quand vous consommez 2 grammes, 4 plus 4 égale 8. Nous sommes un organisme humain capable de transformer 2 grammes de sucre en 1 gramme de gras. Vous comprenez ça? 2 grammes, notre organisme, pour des raisons d'économie, est capable de transformer en 1 gramme. Mais attention, c'est 1 gramme de gras. Et il va se loger où, ce gramme de gras? Dans le foie. Et dans le D'accord. foie, eh ben, il va vous fatiguer. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Alors, maladie métabolique, c'est pas lié à l'alcool. L'alcool, ça fera qu'aggraver les choses. Ou le Coca-Cola ne fera qu'aggraver les choses, que ce soit un Coca Light ou pas un Coca Light. Vous voyez, c'est la même chose. Le light est aussi dangereux que le sucre. Bon. Mais l'industrie est très maligne. L'industrie, elle a pour objectif de vous faire consommer. Et là, j'ai une expression qui dérange un peu. Moi, je ne veux pas être pris pour un consommateur. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Je veux être un consommateur lucide, un acteur de ma santé. Et je pense que ceux qui nous écoutent, c'est ça qu'ils veulent. Et là, je vous remercie beaucoup parce que vous allez aider des gens à prendre conscience qu'après tout, il faut qu'ils réfléchissent. Ils ont des neurones et ils vont devenir acteurs de leur santé. Ouais, c'est ce tout qu'on à fait espère, différent. effectivement. Ouais, Voilà. c'est le but. Mais avec tout ça, vous, professeur, qu'est-ce que vous vous autorisez comme petit plaisir sucré? Et là, je veux une réponse honnête de votre Oui, part. oui. Qu'est-ce Alors, que vous plaisir- aimez manger? Alors, le premier plaisir sucré pour moi, je vais vous dire ce que c'est les fruits du matin. Mais c'est pas des compotes. Dans le fruit, vous avez du fructose. Un jour, un gosse dans une école, je lui dis comment ça s'appelle le sucre qu'il y a dans le fruit. Et le gosse me répond, génial, hein, il me répond fructose. Il savait que le mot ose, c'était sucre. Lactose, c'est le sucre qu'il y a dans les produits laitiers. Maltose, celui qu'il y a dans le pain. Bon, vous avez également le saccharose. Bon, eh bien, le fructose, c'est celui qui est dans le fruit et qui est le meilleur pour votre santé. Parce qu'il est associé. Il est associé à quoi? Il est associé aux minéraux, à l'eau qui est dans le fruit, aux vitamines, aux oligo-éléments. Bon, alors maintenant, ce que vous voulez me faire dire, c'est le meilleur sucre. Le meilleur sucre. Eh bien, Non, je vais vous le dire, ça petit sera... plaisir sucré, soyons honnêtes. Oui, On oui, a oui. tous envie de temps en temps, par exemple, d'une bonne pâtisserie. Ben voilà, alors je vais piquer à mon épouse, par exemple, une tartine de sarrasin avec du miel dessus. Vous voyez? Ah Donc, oui, je ça mets- reste encore très sain. Voilà, je mets du miel. Je mets du miel. Voilà. Alors, est-ce que j'aime les pâtisseries? Oui, bien sûr. Je suis un adepte de l'éclair au chocolat ou de l'éclair au Ah, quand café. même. D'accord? Mm. Bon. Et parfois, sur les autoroutes, je dis à ma femme, je vais chercher un éclair au chocolat. Alors, elle me fait les gros yeux, mais s'il y est, je le prends. Hein, ou un éclair au café. Et puis, j'adore les millefeuilles. Vous voyez? Mm. Millefeuille. Le vacherin. Ou bien, comment ça s'appelle? Le baba au rhum. Voilà. Mais le baba au rhum, vous en prenez combien dans l'année? Je sais pas, j'en prends pas 10 dans l'année. Bon, je prends pas 10 éclairs au chocolat dans l'année. Enfin, vous voyez, et là, vous Vous goûtez vous les choses. autorisez de temps en temps de petits plaisirs comme ça, même Voilà, si vous mais savez que bien c'est pas sûr. forcément excellent pour la santé, mais vous le faites de temps en temps. Mais bien sûr. L'important, c'est de pas D'accord. rentrer dans la chronicité. Voilà. Ouais, c'est ça. À quelle fréquence à peu près? À quelle fréquence? Bah, vous savez, je dirais à la fréquence du whisky. Un jour, je voyais un monsieur qui me dit, c'était dans un hôtel récemment, et il me dit, docteur, je vois que vous êtes docteur, j'ai un problème. Moi, il me dit, j'ai trop de gamma-GT. Alors, gamma-GT, c'est quoi? C'est une enzyme qui dit que votre foie, il n'est pas content. Bon, le taux est élevé. Alors, je lui dis, mais vous prenez de l'alcool? Ah, il me dit, je prends tous les jours mon petit whisky. Eh ben, cherchez Ah. pas. Mhm. Cherchez pas. Donc, ça veut dire que vous prenez 365 whisky dans une année, et moi, j'en prends 52. Ça veut dire un par semaine. Vous comprenez?
Ça Ouais. sera un par semaine. Alors, ça sera un whisky, ça sera un porto, ça sera un muscat, ça sera ce que vous voudrez, un alcool. Bon, ça m'arrive aussi de prendre du vin à la fin du repas, quand on est avec des amis, c'est sympa. En plus, il y a un bon fromage, un roquefort, un fromage de chèvre ou de brebis, bien sûr. Mais la chronicité, je pense que le dimanche est un beau jour. Alors, que ce soit le dimanche ou le samedi, peu importe, mais c'est un beau jour parce que c'est un jour où on ne travaille pas, c'est un jour où on peut être en famille, c'est un jour où on peut se faire plaisir, où on a plus de temps, voilà. Et je pense que là, il faut pas hésiter, il faut en profiter. Mais ça, il y en a que 52 dans l'année. Donc on peut se dire qu'on peut se permettre un petit plaisir une fois par semaine. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Pour ne frustrer personne. Oui, oui, là, vous Moi, la avez une première. fête, un anniversaire, vous avez une fête des mères, l'anniversaire d'un de vos enfants. Bon, bah là, on fait une fête, bien sûr. Bon. Et c'est pas tous les jours, quand même. Voilà. Alors, professeur, durant votre brillante carrière, vous avez accompagné de nombreuses personnes dans la Oui. maladie et parfois même en fin de vie. J'aimerais savoir qu'est-ce que les gens comprennent trop tard sur leur santé. Ils comprennent trop tard, si vous voulez, que ils revoient toujours les points difficiles de leur vie. Par exemple, si vous allez dans un centre anticancéreux, que vous interrogez les cancérologues en leur disant, vous voyez beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein, puisque vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des sénologues. Sénologue, c'est un médecin qui s'occupe que du sein. Bien. Il faut lui demander, cher collègue, moi je suis le collègue de l'autre, je lui dis, d'après toi, pourquoi il y a tant de cancers du sein chez les femmes? Oui, pourquoi? Vous savez ce qu'il répond? Elles sont stressées. Elles sont stressées. C'est pas faux. Mais la cause, elle n'est pas là. Hein. Les cancers du sein sont hormonodépendants. Vous savez que quand vous étiez une petite fille, vous n'étiez pas encore une jeune fille. Bien. Et puis votre corps s'est construit. Il s'est construit, mais on ne vous a pas toujours bien expliqué comment il se construit. Vous le voyez se construire, mais il se construit parce que vous avez des ovaires, des glandes, qui se mettent à fabriquer des hormones, l'une estrogène, l'autre progestérone, qui vont faire le travail. Il y a une véritable alchimie qui se met en place et votre corps se construit. Ça veut dire que votre corps, il est hormonodépendant. Vous êtes d'accord? Bien. Si moi, homme, je veux devenir une femme, je sais ce qu'il faut faire. Je prends la pilule et en l'espace de 6 mois, j'aurai des glandes mammaires d'une petite jeune fille de 14 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les cancers du sein que nous voyons, pour la plupart d'entre eux, sont hormonodépendants. C'est-à-dire que dans le tissu même du cancer, nous recherchons des récepteurs. Récepteurs, ça veut dire récepteurs hormonaux, RH, il y en a 2, récepteurs estrogéniques et récepteurs progestéroniques. La contraception, c'est quoi? C'est faire un cycle hormonal artificiel. C'est-à-dire qu'on vous met vos ovaires au repos, mais pour mettre les ovaires au repos, comme ce sont des glandes extrêmement puissantes, il faut qu'on vous donne une quantité d'hormones nettement plus forte que celle que vous fabriquez. Donc on va vous donner 20 fois plus d'estrogène et de progestérone, parfois plus, avec des normopilules, que on ne fabrique que ceux que fabriquent vos ovaires. Vos ovaires, ils sont au repos, ils ne foutent plus rien. On vous fait un cycle qui est artificiel. Savez-vous que dans l'avenir, les laboratoires, en particulier Bayer, ils me connaissent bien, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais Bayer, Monsanto, c'est le même laboratoire en Allemagne. Ce qu'ils veulent, c'est supprimer complètement le cycle féminin. Le supprimer. Ah bon? Ben bien sûr, c'est l'objectif. Et il y a déjà des publicités tout doucement qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire, pour supprimer le cycle féminin, il faut vous donner la pilule en continu. Et quand vous voulez avoir un bébé, ben on vous dit, madame, vous arrêtez ça. Et si vous n'arrivez pas à avoir le bébé parce que vos ovaires ont été tellement mis au repos qu'ils ne se déclenchent pas pour permettre une fertilité, à ce moment-là, on va vous faire une stimulation. Mais alors, est-ce que la pilule augmente le risque du cancer du sein? Mais bien sûr, madame. Mais je suis un des rares à le dire. Beaucoup de collègues le savent, mais n'osent pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement dans la société un phénomène de société qu'on ne peut pas aller contre. Vous devez avoir les enfants que vous désirez avoir.
que vous désirez avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a l'interruption volontaire de grossesse, pas de problème. Tout ça, c'est officiel et c'est même constitutionnalisé. Nous sommes complètement d'accord. Mais c'est pas très sympa pour une femme qu'elle ait un enfant et qu'elle doive vivre une interruption volontaire. Parce que je ne suis pas un corps de femme, je suis qu'un corps d'homme, mais je suis capable de réfléchir, de parler, d'écouter des femmes qui sont passées par là. C'est pas un épisode si sympathique que ça. Est-ce que vous déconseillez aux femmes de prendre la pilule? Ah bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Hmm. Ou alors vous pouvez la prendre pendant, disons, moins de 5 ans, parce que vous avez des femmes qui la prennent pendant 20 ans, hein. Pendant un temps. Non, moi je dirais, le mieux d'abord serait de la prendre après la naissance d'un premier enfant. Pourquoi ? Parce qu'après la naissance d'un premier enfant, le sein de la femme devient adulte. Ça veut dire quoi ? Quand le bébé est né, vous avez une sécrétion d'une hormone formidable qui s'appelle la prolactine, à la base du cerveau, qui fabrique prolactine, le lait, prolactine. Vous avez le lait qui va arriver pour nourrir le bébé. C'est l'objectif. Bien. C'est un objectif naturel, écologique. Et là, le sein devient adulte. Un sein féminin est adulte quand du lait est passé par là. Voilà. Ça, ce sont des notions qui sont des notions de bon sens, de véritable écologie, mais pas facile à faire passer dans la société. Oui, c'est certain. Il y a une question aussi que je me suis beaucoup posée dans Oui. tout ce processus de maladie. Quand on tombe malade, selon vous, qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? Est-ce que c'est la maladie en elle-même ou est-ce que c'est la peur de la maladie ? Bon, la maladie, d'abord, elle fait des dégâts. Vous savez, quand vous avez un homme qui a un cancer à la prostate et qu'on lui dit « Monsieur, on va vous enlever la prostate », bon, il a peur. Il a peur, il a 50 ans, parce qu'on voit des cancers derniers que j'ai vus avec 43 ans. Il veut pas se faire opérer. Bon, et d'ailleurs, il a raison. Il n'y a pas besoin d'opérer. On peut faire d'autres traitements pour éviter l'opération. Mais ça veut dire qu'il y a des séquelles. Il y a des effets indésirables majeurs. La sexualité est par terre. Bon, il faut donner un traitement anti-hormonal. La libido est également par terre. Enfin, c'est un changement radical de vie. Bon, pour une femme, il faut enlever une partie du sein pour un cancer du sein. Parfois, il faut enlever plus, il faut contrôler les ganglions, il faut prévoir de la radiothérapie, il faut prévoir de la chimiothérapie. Bon, des traitements qui sont quand même assez lourds. Bon, oui, donc la maladie en elle-même est très pénible. Bon, à cela s'ajoute l'angoisse. Le stress, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens vont sur Internet et ils voient. Quand on vous dit qu'on est guéri d'un cancer du sein à la 5e année, c'est faux. Quand on vous dit qu'on est guéri d'un cancer du sein à la 10e année, c'est faux. On n'est pas guéri d'un cancer du sein avant la 20e ou 25e année. On voit des récidives, mais bien sûr. Cancer de la prostate, on voit des récidives à la 10e année. Par contre, un cancer de l'estomac, vous verrez une récidive. Normalement, si vous passez 3 ans sans récidive avec un cancer de l'estomac, vous êtes guéri. Si vous avez un cancer de l'ovaire et que vous n'avez pas de récidive à la 10e année, vous êtes guéri. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui traite de tous les cancers, avec un élément positif, les victoires face au cancer, avec 6 verbes. 1, prévenir. 2, dépister. Quand ça dépisté, si c'est dépisté, il faut guérir, il faut traiter. Après traiter, il faut suivre. Après suivre, il faut parfois dire « Ah oui, vous êtes guéri ». Et enfin, il faut veiller, parce que quand vous avez été atteint une fois, le danger, votre organisme est fragilisé, vous risquez d'avoir une deuxième localisation, surtout si on ne vous donne pas des conseils de prévention. Vous voyez ? C'est pour ça que je pousse beaucoup, avec une certaine ardeur, la prévention. Je vous pose cette question sur le mental, en fait, finalement, sur les émotions mentales, parce que vous avez dit la meilleure manière de déclencher un cancer, c'est justement d'y penser sans arrêt. Oui. Ah, les cancérophobes, ce sont ceux qui vont en faire un. Et ça, je le disais souvent à mes élèves, méfiez-vous des gens qui sont tout le temps en train de venir vous consulter en disant « Docteur, est-ce que j'ai pas un cancer ?» Il ne s'agit pas de leur dire « Revenez ». Il faut leur dire « Asseyons-nous. Et pourquoi vous avez peur ? Ah, ma maman. Ah, ma copine. Ah, mon voisin. » Vous voyez, alors là, il faut détricoter tout ça. Vous voyez ? Donc c'est là que le psychologue est important et je dirais que le cancérologue
doit être psychologue. Tout médecin Oui, doit être psychologue. c'est Pour vrai. moi, c'est élémentaire. C'est Mhm. élémentaire. Voilà. Est-ce que vous avez vu des patients transformer profondément leur état de santé en changeant leur Oui. mode de vie? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est surtout chez les femmes. Vous savez ce qu'elles disent? Docteur, je finis par remercier mon cancer parce que je prends soin de moi. C'est Waouh, incroyable. c'est fort. Ouais, Incroyable. Mais surtout, le incroyable. positif, c'est je prends soin de moi. Ça veut dire qu'avant, Mhm. je prenais pas soin de moi. Vous voyez? Mhm. Je prenais pas soin de moi. Ouais, finalement, ça peut être un élément déclencheur dans une vie pour prendre Oui, oui, conscience oui, oui, de bien certaines sûr, choses. De bien toute sûr, façon, on bien n'a pas le sûr. choix quand ça arrive, hein. Euh, Tout à fait. J'aimerais parler un peu plus maintenant de la jeunesse et de l'avenir et avoir votre avis là-dessus. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un environnement qui est plus toxique que les générations précédentes? Oui. Oui, parce que il y a beaucoup de ce qu'on appelle dans le domaine religieux les tentations, si vous voulez. Mhm. C'est-à-dire, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Aujourd'hui, par exemple, des parents me disent, mon gosse est au collège et il dit, je veux un portable. Moi, le gosse qui dit je veux, c'est le meilleur moyen pour qu'il l'ait pas. Première des choses. Bon. Ensuite, je donne aux parents et là, je suis avec une certaine fermeté et il faut savoir rire. Et quand vous êtes joyeux, vous arrivez à mettre de l'humour. Alors, par exemple, le gosse, il vous dit je veux un portable. Bon, quel âge tu as? J'ai 13 ans. J'ai 14 ans. Tous mes copains en ont un. Ah, alors, si tes copains ont un portable et que tu penses que parce qu'ils l'ont, toi, il t'en faut un. Tu n'es pas capable d'être un héros des temps modernes. J'ai un petit-fils qui maintenant a 20 ans, 21 ans. Quand il était au lycée, il me raconte un jour, il me dit, tu sais, il m'appelle Papyri. Il me dit, tu sais, Papyri, à l'école, il y a un copain, il me dit, tes parents, ils n'ont pas de voiture? Non, non. Voyage en train. Bon. Et tes parents, ils n'ont pas de télé? Non, non. Ils n'ont pas de télé. Et tu as pas, toi, un téléphone portable? Non, non. Mon père et ma mère, ils en ont un, mais bon, voilà. Mais alors, tes parents, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Vous voyez? J'ai trouvé Ouais. ça admirable. Bon. Mais lui, il avait Malheureusement, c'est pigé. la perception que les gens ont aujourd'hui dans notre société, hein, parce Tout à qu'on est fait, tout à fait. matérialiste. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, j'ai la réponse pour les parents. C'est un de mes collègues, un très très bon professeur d'anatomie à Montpellier, qui est plus de ce monde, mais qui était génial parce que il disait, les os du crâne, les os de notre crâne, il y a frontal, temporal, occipital. Bon, il y a des os qui sont assemblés d'une manière géniale autour de notre cerveau. Ils ne sont soudés qu'à 17 ans. Ah, 16, 17. Ça veut dire, D'accord. écoute mon petit, tu auras un portable quand tes os du crâne seront soudés. Je ne veux pas que les ondes puissent aller abîmer ton cerveau qui est génial, ton cerveau. Je vais t'expliquer comment il est monté, comment il est construit, c'est formidable. Alors là, comprends. Ah ben, tu peux dire à tous tes copains que leurs os, ils sont pas soudés, que c'est dangereux. Alors c'est pas Bouygues qui va vous dire ça. C'est pas tous ceux qui vendent des téléphones qui vont vous le dire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tous les gosses, ils aient des téléphones portables. Vous comprenez? Ouais, ouais, je comprends, mais le plus difficile, c'est vrai, c'est la pression sociale, Ah finalement. ben bien sûr, C'est bien vraiment sûr, ça. bien sûr, Mm. bien sûr. Et selon vous, quelle est l'erreur la plus fréquente que les parents font aujourd'hui? De ne jamais dire non à un enfant. Hmm. Ne jamais dire non. Par exemple, si à l'heure du goûter, l'enfant vous dit je veux un biscuit au chocolat, etc. Ben moi, je vais lui répondre j'ai mieux que ça. Ah bon? C'est quoi mieux? C'est 2 biscuits? Non, non. Tu auras une orange, tu auras une pomme, tu auras une poire. Tu en auras même 2 si tu veux. Et puis si tu veux, tu auras une figue sèche, puis tu auras un abricot sec. Vous voyez? Je vais pas mettre l'interdit, mais je vais donner autre chose. Et je vais lui dire c'est tellement bon pour ta santé. Et si tu veux, même on va partager. Voilà. Alors, ça, il faut présenter les choses autrement. Le problème, c'est que les enfants, les ados sont exigeants, hein, attention, hein. Ils sont très, très exigeants. Il ne faut pas se laisser Exigeants, faire. ils Hein. peuvent être très tenaces. Comment? Ils peuvent être très tenaces.
Ah ben C'est ça aussi. bien sûr. Alors là, il faut arriver à contourner. Vous savez, c'est la négociation. C'est, il faut être un bon négociateur. Et ils sont bons, hein. Parce Ouais. qu'ils vous disent, bon, alors, ça, tu me permets pas, mais alors, tu me permets la semaine prochaine, je vais avec mes copains en boîte. Vous voyez? Ou tu me permets d'acheter ceci ou d'acheter cela. Voilà. Ils sont malins, attention. On est tous passés par là, hein. Et puis, s'ils peuvent trouver la fracture entre papa et maman m'a dit que je pouvais. Ah bon? Elle t'a dit ça? Mais moi, je suis pas d'accord. Attends, je vais voir. Et à ce moment-là, Oui, on ils se met sont très d'accord. malins, Oui, ils sont c'est vrai. malins. Bien sûr. En tout cas, apprendre à dire non à Oui, ses oui, enfants. oui. Si vous, professeur, vous aviez 20 ans aujourd'hui, en 2026, Oui. quelle serait votre priorité absolue pour protéger votre santé? Ah, pour protéger ma santé. Sport. Mhm. Le sport. Activité physique. Et tout le temps que les jeunes mettent sur TikTok, tout ça, je le passe au sport. Vous voyez? Ouais. Tous les temps qu'ils passent sur les écrans, je le passe au sport. Ça veut Mais alors dire... à quelle fréquence? Parce qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, hein. Ah ben oui, alors moi, je pense que le sport... vous avez le sport individuel, le sport collectif. Bon, à 20 ans, on a peut-être passé le sport collectif, ou encore qu'on peut jouer au football, au rugby ou ailleurs, ou au tennis, peu m'importe. Mais je commencerai à pousser la personne à un sport individuel. C'est-à-dire, tu fais ton sport et tu verras que au contact de la nature et de ton sport, d'abord, ton cerveau, il va prendre de meilleures décisions parce que tu sais pas si tu veux faire telle ou telle école d'ingénieur, tu ne sais pas si tu veux partir pour le droit, la médecine, la pharmacie ou pour être un excellent boulanger, un excellent pâtissier, j'en sais rien. Bon, et tu as besoin de discerner. Et c'est pas ton papa et ta maman qui doivent te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois Mhm. trouver. Et tu dois discerner. Ça s'appelle un discernement. Et ce discernement, je trouve que les jeunes, nous adultes, nous ne les Ouais, aidons pas assez. Vous ouais, voyez? c'est vrai. C'est quelque chose qu'on perd beaucoup. Oui, Effectivement, dans la nouvelle génération. Discernement, prise de décision, absolument. effectivement. Donc le sport, priorité absolue aujourd'hui Ah pour oui, oui. contrer cette Et alors, dans sédentarité. l'assiette, je vais lui dire le sandwich le plus rarement possible, le Big Mac le plus rarement possible, McDo, bon, que tu ailles une fois par an avec des copains pour rigoler et prendre une bonne bière, prends plutôt une bonne mousse, une bonne bière plutôt qu'un Coca-Cola. Vous voyez, je donnerai quelques exemples, Mhm. mais je leur dirais, fais attention. D'ailleurs, dans les lycées, vous avez remarqué une chose, c'est que la cantine scolaire, les gosses, ils y vont pas, hein. Ils disent la cantine Ouais. scolaire, elle est dégueulasse, et ils sortent ensemble du lycée, en seconde, première ou terminale, pour aller devant le lycée où il y a un gars qui prépare des sandwichs et ils sont entre eux. Bon, Mhm. l'essentiel, c'est de ne pas fumer trop et de manger de bonnes choses. Et comment vous voyez l'évolution de la santé, disons, dans les 20 prochaines années? Moi, je crois qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire dans la mesure où les gens seront informés, et là vous jouez un rôle important, dans la mesure où les gens seront informés, ils vont faire gaffe. C'est sûr que d'abord, quand ils sont malades, ils commencent à faire gaffe, hein, parce qu'ils disent, mince, quand vous avez 18 ans, 20 ans, et que vous avez une maladie de Crohn, ou une rectocolite ulcéreuse hémorragique, que vous avez des problèmes de rhumatisme, aujourd'hui vous voyez un gosse par exemple, j'en ai vu, hein, de 14 ans, 13 ans, il vient avec un gros genou, ça veut dire quoi? Il a un genou enflé, bon. Vous vous dites, et vous lui dites, tu as joué au rugby? Non, non, non. Et comment tu as, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sur son écran et il bouffe des saloperies en permanence. Ah, Il bouffe des produits laitiers. Il bouffe des facteurs de croissance qui ne sont pas faits pour son genou. Et tout d'un coup, il a un rhumatisme articulaire sur son articulation avec un gros genou. Il faut lui changer les habitudes alimentaires. Et si on ne veut pas les lui changer, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra lui donner un médicament qui est puissant, qui va l'aider. Il faut lui dire, le jour où on aura réglé ton problème de genou, au sport. Terminer le TikTok, terminer les écrans. Pas terminer au sens où on arrête tout. oui, je Vous comprends. comprenez ce que je veux dire? Mhm, Voilà. mhm, mhm. Moi, je suis quand même un peu inquiet parce que les informations qui sont données par les médias ne sont pas, ne sont pas justes, hein. Je vois des D'accord. médecins qui passent sur les télés ou qui m'en parlent, hein, ou parfois je regarde tel ou tel sur mon ordinateur en voyant, et non, c'est pas sérieux. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des médecins qui préfèrent être journalistes médecins que d'être médecins au contact des malades. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des médecins pour moi.
Alors vous avez passé justement votre vie au contact de la maladie, de la Tout à fait. souffrance et parfois même de la mort. Est-ce que ça a changé votre rapport à la mort, justement? Oui, en ce sens que j'ai accompagné, évidemment, dans mon institut du cancer, que je sois à Montpellier quand j'y étais pendant 45 ans ou pendant 5 ans à l'Institut Curie à Paris, nous perdions et nous perdons toujours, grosso modo, un malade par jour. Voilà. Un malade par jour qui est en train de partir. Bien. Et je n'étais pas trop d'accord avec le fait que quand un malade est en fin de vie, il faut l'envoyer en soins palliatifs. Je ne suis pas très favorable. Je ne suis pas favorable aux soins palliatifs en ce sens que les soins palliatifs sont importants. Mais je ne suis pas pour mettre trop le soin palliatif tous ensemble. C'est-à-dire, quand vous envoyez un malade à Jeanne Garnier, par exemple, à Paris, qui est un centre remarquable de soins palliatifs, on vous tient au courant, on vous dit, ben voilà, nous avons eu ce malade pendant 40 jours, pendant 120 jours, il est parti, ça s'est bien passé, on l'a entouré, on a donné ce qu'il fallait, il n'a pas trop souffert, etc. Moi, je pense que tout médecin doit être capable d'accompagner un malade en fin de vie. Tout médecin. C'est son boulot. Parce que le malade, il vous fait confiance. Or, le problème aujourd'hui, avec une loi qui, je dirais, qui suinte, le mot est juste, il suinte dans la société, est une loi euthanasique. C'est-à-dire que on veut donner aux gens la possibilité de dire « j'arrête ma vie, docteur, piquez-moi ». Ça, pour moi, c'est jamais. Jamais. J'ai eu des malades qui m'ont posé la question ou qui m'ont demandé. Ceux-là, je les ai plus accompagnés. J'ai passé plus de temps avec eux. Je me suis assis davantage au bord de leur lit pour discuter avec eux, pour les faire parler, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pour l'acharnement thérapeutique. Mais en tant que médecin, je suis pas là pour piquer et que dans une sorte de geste, 1 de piqûre et 2, le malade qui a une espèce de spasme et ça y est, la vie est arrêtée, ça, je ne l'accepte pas. Et qu'aujourd'hui, nous ayons des hommes politiques d'une manière générale, qui acceptent ce genre de choses, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la vie. Ils n'ont rien compris à la vie. Vous savez, quand on est en bonne santé, on veut toujours que tout se passe bien, on veut mourir avec les fleurs, on veut mourir en musique, on veut mourir d'une manière sympa, avec un éclair au chocolat ou un yaourt à la fraise. Bon, mais non, la vie doit être respectée et il faut respecter, c'est pas la vie, c'est le malade, c'est celui qui est en train de partir. Je me souviens un jour d'un enfant, un adulte, bon, qui avait une trentaine d'années, et j'arrive le matin à 7 heures à l'hôpital pour aller voir ce patient dont je savais qu'il risquait de passer la nuit ou de pas la passer. Et quand j'arrive devant la chambre, le fils était sorti et il me dit « Je n'ai pas voulu retenir papa ». Je trouvais que c'était très beau. Je n'ai pas voulu le retenir. Ça veut dire qu'il a passé la nuit avec son père et puis il n'a pas demandé à pousser les traitements. J'ai pas voulu retenir papa. Je l'ai laissé partir. Mais il a accompagné son père. Et peut-être que dans ces moments, il se passe des choses énormes entre le père et le fils, de réconciliation, de choses, de secrets de vie, de je ne sais pas. Vous voyez, on a tous des choses à dire à nos enfants ou à nos parents, etc. C'est très important ça. Et terminer tout cela par une piqûre, non. Ce sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. Et là, les hommes politiques, moi je leur dis, écoutez, si vous voulez vous piquer, piquez-vous à l'Assemblée nationale, et puis qu'on n'en parle plus, on trouvera facilement à vous remplacer. Il n'y a aucun souci. Comment vous, professeur Joyeux, vous appréhendez cette étape inévitable de votre vie, qui est la mort? Bonne question. Eh bien écoutez, je m'y prépare. Je m'y prépare dans le sens suivant. Je sais qu'un moment, un jour ou l'autre, ça va finir. D'accord ? Je le sais. Le quand, je n'en sais rien. C'est sûr que c'est pas moi qui le déclencherai. Ça serait ça, le suicide. Ou ça serait, docteur, piquez-moi. Peut-être arriverai-je un jour avec une maladie tellement épouvantable que j'aurai la pensée de « je veux en finir, je veux arrêter tout ça, laissez-moi partir ». Je ne sais pas. Mais je dirais, je pense que tout homme doit y penser. Et plus vous avancez en âge, plus
vous avez à y penser, à vous y préparer. Non pas pour choisir, parce qu'il n'y a pas de choix. Vous allez pas, ça sera peut-être un accident de voiture, mais j'espère que ça sera pas moi qui serai en cause. Mais si vous voulez, ou bien un accident de montagne quand vous glissez, je me souviens, j'ai perdu récemment une infirmière formidable qui est allée faire un sommet. Elle aimait beaucoup la montagne, elle a glissé, elle a percuté, bon, paf, elle est morte du jour au lendemain. Elle est partie le matin avec la certitude qu'elle allait avoir une belle journée et c'était son dernier jour de vie. Bon, on peut dire elle a eu une belle mort. Non, elle n'a pas eu une belle mort. Elle a eu un accident qui fait qu'elle a perdu la vie et qu'elle aurait bien aimé vivre plus longtemps, j'en suis certain. Bon, donc on n'a pas de choix. Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est pas le destin? Bon, pour vous le dire d'une manière honnête, moi je suis croyant. C'est-à-dire, je crois au monde invisible. Le croire au monde invisible, ça veut dire que ça soit le monde invisible du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, peu importe. Moi, je connais bien l'islam. J'ai fait 2 ans de Maroc et j'ai beaucoup travaillé. J'ai lu le Coran de A à Z, comme j'ai lu les évangiles également. Je connais beaucoup le soufisme. Et le soufisme, c'est formidable parce que c'est je fais la guerre à mes défauts. Ah oui, j'ai des défauts. Donc j'ai des défauts. Je dois faire la guerre à mes défauts et pas aux défauts de ma femme ou aux défauts de mon fils ou aux défauts. Vous voyez, je dois faire la guerre à mes défauts à moi. Et je trouve que c'est assez génial et que ça rapproche, c'est très proche du christianisme où il s'agit aussi de faire la guerre à ses défauts et d'avoir l'audace de demander pardon. C'est comme ça que vous vous préparez à cette étape inévitable, c'est en Oui. nourrissant votre spiritualité, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je lis des textes comprends. pratiquement tous les jours. Je vois récemment, le pape Léon XIV a publié une encyclique. Je suis en train de la lire. J'ai lu à peu près un quart. Bon, il y a des passages que j'ai relus pour bien les Ouais, pour bien intégrer. l'assimiler. Oui, tout à fait. Je l'ai trouvée très, très intéressante. Voilà. Professeur, si demain on vous diagnostiquait un cancer, Oui. que Dieu vous en préserve, quelle est la première chose que vous feriez? Je me suis déjà posé la question. Je pense que je le dirai peut-être pas tout de suite à ma femme. Pourquoi? Parce que ça dépend quel serait le cancer. Par exemple, un cancer d'estomac, ça va être rude. Ça va être rude, difficile, il va falloir que je la prépare. Il faut que je la prépare. Donc Un vous cancer pensez d'abord à votre épouse. Oui, 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 oui. Et puis je lui dirai, écoute, pour les enfants, on va les préparer, on va y aller mollo. On va y aller doucement. On va pas leur dire, allô, papa, il a un cancer. Non, non. Non. Parce que ça va passer aux petits-enfants, vous savez, c'est le téléphone qui circule à toute vitesse, là. Bon, par contre, si j'ai un cancer à la prostate, bon, il y en a déjà dans la famille, un certain nombre qui vont très bien. Je pourrais lui dire, ben voilà, je crois que j'ai des cellules mauvaises dans ma prostate, mais ne t'inquiète pas, bon, tout va bien. Vous voyez, je dirais des choses différentes. La manière d'annoncer les choses. Ah oui, oui, oui. Très important. Oui, oui, très important. Et je pense que quand vous annoncez... Je vais vous donner un exemple pour le cancer du sein. Vous avez une femme qui vient avec un cancer du sein au stade 0. Si vous lui dites, madame, vous avez un cancer du sein au stade 0, elle entend qu'un seul mot, c'est cancer. J'ai un cancer du sein, avec tout ce que ça déclenche. Par contre, si vous lui dites, madame, vous savez, quand vous êtes à la frontière entre la France et l'Espagne, vous pouvez avoir un pied en France et un pied en Espagne, vous êtes d'accord? Et vous êtes ni en France ni en Espagne. Eh bien, figurez-vous que vous arrivez à un bon moment où vous avez des cellules dans votre sein qui ne sont pas en train d'être cancéreuses, mais qui vont le devenir. Donc, on va arrêter tout ça. Hein. On va arrêter tout ça. La zone qui est malade, allez, la semaine prochaine, on enlève tout ça et on n'en parle plus. Vous voyez? Donc, vous présentez les choses d'une manière fort différente. Hein. Mais oui, mais oui. Très important. Hein. Moi, je pense effectivement que la manière d'annoncer les choses, c'est l'étape numéro 1. Le choc de l'annonce. Ça peut vraiment empirer tout le reste. C'est vraiment très important. C'est pour ça qu'en consultation, nous avons toujours une infirmière avec nous. Vous voyez? Et cette infirmière est présente pour l'annonce, de telle façon que si après la femme ou l'homme a besoin de parler un peu plus avec l'infirmière parce que le cancérologue n'a pas eu le temps, etc., elle peut s'épancher et avoir des réponses, vous voyez? Alors, vous pensez d'abord beaucoup à votre entourage. Oui. Vous me parlez de votre femme, vous me parlez de vos enfants, même de vos petits-enfants.
tout à fait. Moi, je vous parle vraiment de vous. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous-même, sans penser à votre entourage? Ah, pour moi, je vais aller voir mon collègue si c'est le cancer de la prostate qui va me soigner pour cela. Je vais lui dire, voilà comment je vois les choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que comme je connais quand même pas mal le problème, Oui. il peut me proposer de la radiothérapie comme ci ou comme ça. Il y a plusieurs méthodes. Je vais dire, moi, la méthode que je veux, c'est celle-là. Mais celle-là, je la veux pas. Il va me dire, bon, je suis d'accord. Ou alors, je lui dirai, attends, si c'était toi, tu proposerais quoi? Vous voyez, souvent, je fais ça. Si t'étais toi, ta femme, ou toi, tu as ça, tu fais quoi? Vous savez, il vous répond, là. Il vous répond. Ça, c'est plus la même chose, hein. Oui, exactement. Et dans votre mode de vie, est-ce que le jeûne, par exemple, serait une option? Le? Le jeûne, Ah, jeûner. oui, ça serait une option, mais sans forcer, hein. C'est-à-dire que peut-être je supprimerai de mon alimentation les produits laitiers que je prends. J'en prends très peu, mais là, je les supprimerai complètement. Donc, je jeûnerai de produits laitiers. C'est sûr D'accord. que alcool, vin, je n'en mettrai plus au repas. J'en prendrai un petit peu, peut-être sous forme de champagne lors des fêtes, vous voyez. Oui, je D'accord. jeûnerai de certains éléments. Je mangerai moins de viande rouge, c'est sûr. Je ferai attention à manger davantage de poissons, de fruits de mer, manger plus de fruits. Oui, je prendrai une alimentation option immunité positive. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, c'est intéressant en tout cas. Bon, je le répète, hein, on vous souhaite évidemment d'avoir encore de longues années devant vous en bonne santé. On verra Vraiment. ça. Inch'Allah, comme on dit, hein. Dernière question, professeur Joyeux, avant les Allez-y. rafales, parce que là, je sais qu'on est en train de tirer, hein. Oui. Dernière question. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une guérison que la science n'arrive toujours pas à expliquer? Oui, mais c'est un dossier complexe qui est long à expliquer. Je pense que c'est un prêtre de l'église chrétienne, catholique, qui aurait dû mourir et qui est allé à Lourdes. Et moi, j'étais d'accord pour qu'il aille à Lourdes. Il m'avait demandé. Bon, j'ai dit, bon, ok, allez-y. En arrivant à Lourdes, il a failli mourir. Bon, mais il n'est pas mort. Il est revenu et j'ai été obligé d'intervenir chirurgicalement parce que si je n'intervenais pas, il mourrait. Ça veut dire que s'il était resté dans mon service, ce qui s'est passé à Lourdes serait passé dans le service, il serait mort sur place. Ah, Et je oui. l'aurais pas opéré. Alors lui, il dit, c'est vous qui m'avez guéri. Et je lui dis, oui, mais je vous ai guéri parce que vous êtes allé à Lourdes. Donc c'est Lourdes qui a fait le miracle qui m'a imposé de vous opérer. Oui, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais alors, ça existe. Ça existe même chez des gens qui ne sont absolument pas croyants, où nous ne comprenons pas certaines guérisons, en particulier dans des mélanomes malins, c'est-à-dire des tumeurs de la peau, même avec des métastases diffuses, où nous avons des cas, j'ai fait passer des thèses là-dessus, où des gens vont guérir sans qu'on comprenne pourquoi. C'est-à-dire comme si tout d'un coup le système immunitaire se mettait à consommer le cancer, à le prendre, à le consommer, à le rejeter des cellules. C'est un peu une forme d'immunothérapie, vous voyez? Immunothérapie extrêmement active. Ça existe, c'est publié, mais nous n'avons pas de compréhension de ces faits-là. Je pense qu'un jour ou l'autre, on comprendra et on parlera plus de miracle. On dira, voilà la raison. C'est fascinant en tout cas. Voilà. Professeur Joyer, on pourrait continuer à parler avec vous pendant des heures, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est vrai. On est unanime pour dire Surtout, ça. vous posez très très bien les questions. C'est ça qui est C'est intéressant. gentil. C'est Ouais. gentil, merci, mais vous répondez aussi extrêmement bien. C'est vraiment passionnant, vraiment, J'ai envie de d'échanger avec vous. transmettre. Vous voyez, sur mon site internet, sur mon site YouTube où il y a 194 000 personnes qui suivent, il y a écrit la passion de transmettre et d'apprendre. Et on le Parce que sent. j'apprends des autres et ce que je sais, je peux pas le garder pour moi. Voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, mais vous Avec le grand savez, plaisir. on a un petit rituel dans le Manal Show. J'aime toujours finir mes entretiens avec une série de questions rafales. Allons-y. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Ça dure pas longtemps, 1 minute 30. Est-ce que vous Allez-y. êtes prêt, professeur? On est prêt. Je suis prêt. Alors, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Du sport avec des haltères. Quel est le dernier livre que vous avez lu?
Vue sur l'Europe d'André Suarez. Quelle est votre plus grande addiction? La musique. Si vous pouviez inviter n'importe qui à votre table, sans limite, qui choisiriez-vous? Le pape actuel. Pour discuter de science. Quelle est votre dernière folie financière? Avoir acheté un grand ordinateur pour avoir un bon écran. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Trop de malades. Dans quel endroit vous aimez aller pour vous ressourcer? Au bord d'un lac. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? L'alimentation. Quel conseil vous donneriez au jeune Henri Joyeux de 20 ans? J'ai déjà choisi la médecine et j'hésite entre la chirurgie et la médecine et je lui dirai choisis la chirurgie. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Je pense d'être joyeux, de rigoler. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Parfois de râler. Quand je suis pressé, parce que je suis souvent pressé, c'est vrai. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? De prier. Pour les malades en particulier d'ailleurs, nommément. Merci beaucoup, professeur Joyeux, de vous être prêté au jeu des questions rafales. C'était passionnant. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être une actualité que vous souhaitez partager avec nous? Oui, c'est le dernier livre qui sort cette semaine. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense que je l'aurai demain. Vaccins préventifs et vaccins thérapeutiques en Europe et aux USA, ce que les familles et les professionnels de santé doivent savoir. Très bien. Nous, on mettra évidemment tous les liens en description. Vous avez également votre chaîne YouTube, vous l'avez mentionné tout à Tout à l'heure. fait. Vos réseaux sociaux, on partagera tous les liens également. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on veut vous contacter, comment ça se passe? Alors, voilà, vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question. J'ai créé une association qui s'appelle Famille Santé Prévention. Famille au pluriel, santé prévention tout collé. On peut me contacter par là directement. On peut, mais souvent ce sont des malades. Et je conseille surtout à des malades de venir s'ils ont besoin de moi pour que je les aide. Moi, je ne prends rien, je fais tout ça bénévolement. Mais c'est une structure comme une chaîne YouTube, vous le savez, ça coûte de l'argent. J'ai une équipe qui est à Madrid, qui fait un boulot remarquable, qui m'aide. Moi, je ne suis pas un technicien à s'occuper de tout ça. Et donc, les gens deviennent membres correspondants et payent pour une famille 27 € par année pour une famille. Voilà. Alors très souvent, ils me posent des questions, le papa, la maman, le petit-fils, l'arrière-grand-père, etc. Bon, et je réponds. Et je voyais ce matin, j'avais une quarantaine de questions en retard. Je pense que d'ici ce soir, il m'en restera plus qu'une vingtaine. Voilà. Très bien. Encore une fois, nous, on mettra tous les liens en description de cette vidéo et bien sûr du podcast pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Merci infiniment, professeur Joyeux, pour votre temps et pour toute la valeur que vous avez délivrée durant cet entretien. Et on vous donne rendez-vous pour un épisode 2 prochainement, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas de problème. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.